Alors là, donc, vous vous apprêtez à sortir un nouveau livre, je pense, dans les jours qui viennent. Est-ce que vous pouvez en révéler le titre et le sens? Oui. Ça s'appelle Comment le peuple palestinien fut inventé. C'est un petit livre bref qui est composé d'une introduction, d'une longue postface et d'un texte de mon ami David Horowitz, qui est un grand éditorialiste et écrivain américain. Et c'est un texte que j'ai tenu à faire exister parce que nous sommes dans un contexte où une falsification de l'histoire prend de plus en plus de poids et de plus en plus d'importance. Jusqu'en 1967, jusqu'à la guerre de 67, il était tout à fait clair, tout à fait dit que le monde arabe voulait détruire Israël. Et il n'était pas question de peuple palestinien. Même l'OLP ne se réclamait pas du peuple palestinien. L'OLP, quand elle était créée, c'était pour libérer la Palestine. Mais libérer la Palestine pour que la Palestine redevienne arabe complètement, et pour qu'elle soit Judenrein, pour qu'elle soit vide de toute présence juive, comme disait l'un des inspirateurs de l'OLP, Adolf Hitler. Donc c'était clair. Depuis, les services de Nasser et les services du KGB ont inventé la notion de peuple palestinien pour que ça passe pour une lutte de libération nationale. Ça vous démontre oui, bien sûr. Que ça a été inventé par les services de Nasser. Ça a été inventé, et d'ailleurs, à chaque fois que je parle de cela à quelqu'un, je dis, mais trouvez-moi une trace de la notion de peuple palestinien avant ce moment-là. Personne ne peut la trouver, parce que personne n'en parle. Sachant que la Palestine, avant, c'était justement... les Palestiniens, c'était les Israéliens, quoi, en gros, non? Les Juifs. On les appelait les Palestiniens. Bien sûr, on les appelait Palestiniens. C'est pour ça qu'il y a un vol d'identité, une capture d'identité, mais qui ne se limite pas à cela. On a commencé à cette époque-là aussi à parler de Nakba pour désigner la création d'Israël. Et pourquoi est-ce que le mot Nakba a été forgé? Pour que les Palestiniens puissent parler d'un génocide qu'ils auraient subi qui serait comparable à la Shoah, ce qui est une monstruosité. Pour une population qui a été génocidée, entre guillemets, c'est assez étrange. J'ai jamais vu une population génocidée qui passe d'à peu près 500 000 personnes en 1948, puisque c'est le nombre des réfugiés, entre guillemets, qui ont quitté le territoire d'Israël, à un peu plus de 5 millions aujourd'hui. Donc pour une population qui a subi un génocide, se multiplier par 10 en à peu près 60 ans, c'est une prouesse assez extraordinaire. Et avec un statut de réfugié qui se transmet héréditairement, oui, c'est ça, comme l'a bien expliqué Charles Meyer, qui a sorti un livre... Oui, tout à fait, bien sûr. Bon, on a du mal à comprendre. Mais alors, vous pensez répondre là à Shlomo Sand, évidemment, qui a écrit c'est une forme de... Oui, bien sûr, c'est une forme de réponse. Oui, comment... C'est un livre très violent. Mais est-ce que vous seriez prêt à débattre avec lui, par exemple? Je serais prêt à débattre avec lui, oui, sans aucun problème. Comme je l'ai déjà dit, je suis prêt à débattre avec tout le monde. Je pense que Shlomo Sand est quelqu'un qui a des problèmes avec sa propre histoire et avec l'histoire d'Israël. Oui, c'est ça. Et il est juif et israélien. Israélien. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est une personnalité qui est extrêmement mise en avant par les milieux antisionistes pour dire, regardez, il y a des bons juifs. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais les juifs qui pratiquent la haine de soi sont des gens providentiels pour les antisémites. Chaque antisémite a son bon juif. Donc je dirais que Shlomo Sand, c'est le bon juif de ceux qui veulent détruire Israël, comme il y en a d'autres. Finkelstein. Norman Finkelstein en fait partie.